Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde sur les énergies marines renouvelables, une nouvelle filière industrielle pour la Bretagne. Les énergies marines renouvelables, ce sont les éoliennes en mer, qu'elles soient posées donc au fond pour la base ou flottantes. Ce sont aussi les hydroliennes qui utilisent les marées et le courant sous l'eau, le houlomoteur qui utilise le mouvement des vagues ou l'énergie thermique des mers qui nous concernera moins en Bretagne, qui est plutôt pour des projets sous des zones plus tropicales. Les énergies marines renouvelables constituent un potentiel très important pour la Bretagne, un potentiel d'autonomie énergétique, en tout cas de tendre vers une autonomie énergétique, potentiel pour aller vers une production d'énergie plus respectueuse de l'environnement, potentiel aussi de création d'emplois et de recherche et développement. Pour en parler, je vous présente nos différents intervenants. Nous serons rejoints par Tristan Saramon tout à l'heure, qui est chargé de communication chez Elmarine, qui s'occupe d'éoliennes posées. En commençant par votre gauche, Pierre-Henri Rico, qui représente Fortum. Alors Fortum, c'est un peu l'EDF finlandais. Et Fortum travaille ici sur un projet qui s'appelle Wetmore. C'est un projet houlomoteur qui est prévu en baie d'Audierne. À vos côtés, Loïc Chenet-Girard, vous êtes vice-président du Conseil régional de Bretagne et vous nous direz en quoi la région Bretagne est en pointe justement dans ces domaines des énergies marines renouvelables, avec des investissements parfois très conséquents, alors que nous sommes au début d'une filière et qu'on n'a pas forcément une grande visibilité, mais la Bretagne s'engage, car vous nous expliquerez tout l'intérêt pour notre région de travailler dans ce sens. À côté de vous, Sébastien Miossec, vous êtes vice-président élu référent énergie à Quimper-Cornouailles Développement. Quimper-Cornouailles Développement est l'agence de développement économique de cette région, du Sud Finistère, très engagée aussi sur cette question des énergies, et vous nous en parlerez dans quelques instants. À vos côtés, Marc Boeuf, responsable de la recherche et développement environnement marin au groupe DCNS. DCNS est connu comme étant un grand industriel international, français et particulièrement breton, avec notamment son implantation à Brest. Et DCNS s'est engagé depuis quelques années dans la production, la conception des énergies marines renouvelables, tous azimuts. Nous en parlerons tout à l'heure. Jean-François Davio, on vous reconnaît toujours à vos moustaches, et pas seulement, aussi à votre projet, celui de l'hydrolienne, une hydrolienne dont vous entendez parler déjà depuis quelques années, hydrolienne qui vient d'être posée sous l'eau au niveau d'Ouessant, et vous espérez pouvoir la raccorder dans les tout prochains jours. C'est une hydrolienne pilote, mais à terme, il est prévu des fermes d'hydroliennes pour produire de l'électricité, notamment pour les îles, nous y reviendrons. Et puis nous avons aussi un représentant du pôle mer Bretagne-Atlantique, Jean-Yves Pradillon. Vous êtes chargé de mission des énergies marines renouvelables au pôle mer Bretagne-Atlantique, qui réunit des centaines d'industriels, de chercheurs, de PME, des collectivités, et qui soutient tout ce qui se fait dans le domaine naval, maritime, et notamment les EMR, auxquels vous croyez depuis le début. Alors Sébastien Miossec, commençons par vous. D'abord, pourquoi est-ce que la Cornouaille, à travers son agence de développement économique, se mobilise autour des questions d'énergie? Alors, bonjour à tous. Depuis 2008, donc ça fait déjà maintenant quelques années, l'agence Quimper-Cornouailles Développement, qui a pris la suite du Pays de Cornouailles, qui regroupe donc les 10 EPCI, les 10 intercommunalités de Cornouailles, a choisi de se mobiliser sur les questions d'énergie à travers plusieurs services. D'abord, l'accompagnement auprès des collectivités, qui sont nos partenaires, nos adhérents du pays historiquement, et puis de l'agence Quimper-Cornouailles Développement à travers les intercommunalités. Donc on a des conseils auprès des collectivités à travers ce qu'on appelle le conseil en énergie partagée. On a aussi c'est nous qui portons l'espace info-énergie auprès du grand public, donc c'est plus de 1500 contacts, plus de 1500 rendez-vous par an auprès du grand public, et puis au moins autant de contacts dans les événements publics auxquels on peut participer, comme ici au stand des espaces info-énergie qui se situe dans le hall qui est derrière nous. Derrière le public plutôt. Et puis on a aussi plusieurs missions de réflexion et d'accompagnement autour des questions d'énergie, donc notamment avec des bailleurs sociaux autour de la précarité énergétique, ou porter des réflexions plus stratégiques sur l'ensemble du pays de Cornouailles autour de filières d'énergie nouvelles, comme les énergies marines renouvelables. Il y avait donc une cohérence à vous lancer dans les énergies marines renouvelables, en tout cas à accompagner leur développement. Alors pour que nous ayons une idée, est-ce que vous pourriez nous dire ce que consomme la Cornouaille en termes d'électricité? Alors on a essayé de faire des estimations à peu près des consommations énergétiques en Cornouailles. C'est à peu près 9000 gigawattheures. C'est énorme. C'est énorme, sachant qu'on en produit à peine 700 nous-mêmes sur le territoire. Donc on voit qu'on a une très forte dépendance énergétique,
vis-à-vis du hors Cornouailles. Donc une partie du reste vient localement, mais beaucoup d'énergie vient de très loin. Alors la petite satisfaction, c'est quand même que dans ces 700 gigawattheures, on en produit 82% d'énergie renouvelable, essentiellement du bois énergie notamment. Mais on a une énorme marge de manœuvre, sachant que notre facture énergétique, c'est 9000 gigawattheures, c'est 800 millions d'euros par an. Qui partent ailleurs, hein, c'est pas de l'argent investi en Bretagne. Hein. Et donc on a un vrai enjeu chez nous à pouvoir développer des filières d'énergie sur notre territoire pour pouvoir faire que cette facture énergétique puisse rester ici pour une partie plus importante que cette part très minime de notre consommation actuelle. Et ça a contribué donc à pousser cet engagement dans la réflexion autour des énergies marines renouvelables. Ça a commencé il y a déjà quelques années. Hein. Oui, on a fait pas mal de réflexions. Dès 2012, on avait en fait porté un projet, donc les élus du précédent mandat, hein, dont Dénès Dostis, qui était un élu quimpérois très investi sur cette thématique. On avait porté le projet d'une boucle énergétique locale. Le dossier n'avait pas abouti, mais ça avait mis en avant quelques problématiques importantes et dont des objectifs de pouvoir développer quelques filières d'énergétique particulières. Le bois énergie, on a beaucoup d'acteurs sur le territoire qui se mobilisent, notamment sur l'est du territoire, en Pays de Quimperlé et de Concarneau. Mais il y a un enjeu à l'échelle de la Cornouaille sur ce sujet-là. Il y a aussi la question des méthanisations avec différentes échelles, et on sait que c'est un sujet aussi compliqué, mais qui mérite de s'y intéresser. Et les énergies marines renouvelables rentraient aussi directement dans cette stratégie, sachant qu'aujourd'hui, on est un territoire maritime, mais la Cornouaille n'était pas forcément identifiée comme un territoire à enjeu là-dessus. Donc on s'y investit maintenant depuis quelques années, et la Cornouaille est aujourd'hui identifiée comme un territoire à enjeu avec des porteurs de projets, avec des acteurs aussi sur l'ensemble du territoire qui peuvent intervenir du bout en bout de la filière. On a les ports, on a les acteurs des industries maritimes, on a des équipes comme celle de Sabella qui sont aussi sur le territoire. Donc il y a un enjeu là-dessus, et donc on s'y investit notamment pour porter toutes les concertations qui sont indispensables dans ces stratégies-là. Vous venez de le citer, ce qui est intéressant aussi, c'est cette dimension partenariale. Ce travail en réseau, on mobilise toutes les forces vives du territoire. Donc, dès 2013, on avait en fait porté un premier colloque qui a eu lieu à la commune de Plozévet, en Haut-Pays-Bigoudin, donc à proximité de la baie d'Audierne. Un colloque qui a réuni beaucoup d'acteurs des énergies marines renouvelables, et ça nous a permis d'élaborer un début de stratégie et puis de commencer à entamer la concertation qui est indispensable sur ces sujets-là, puisque la mer, ce n'est pas qu'une ressource et un potentiel énergétique, c'est beaucoup d'acteurs qui se partagent la mer. C'est les pêcheurs, bien sûr, c'est les plaisanciers, c'est beaucoup d'enjeux. Donc, Quimper-Cornouailles Développement, avec les élus du territoire, on se donne cette responsabilité d'être le relais entre des acteurs régionaux, nationaux, des acteurs locaux, des porteurs de projets du territoire, mais surtout de porter la concertation pour que tout ça se passe de la meilleure des façons possibles. Alors, vous avez établi un diagnostic, vous avez vu vos forces, et quels sont les atouts de la Cornouaille pour les EMR ? Je viens de le dire, on a déjà une filière avec beaucoup d'acteurs sur le territoire, hein, et puis on est aussi une région complètement tournée vers la mer, donc notamment la baie d'Audierne, où on est en train d'expérimenter, mais on l'évoquera tout à l'heure, un projet de ferme houlomotrice qui va permettre de tester cette technologie qui permettent de transformer la force de la houle en énergie pour notre territoire. Donc on a des sites, on est aussi... la Cornouaille, il y a aussi des territoires qui peuvent accueillir de l'éolien en mer, donc c'est aussi un autre sujet d'évolution au futur. Donc on a plusieurs cordes à notre arc, à nous de faire que toutes ces cordes puissent prospérer pour qu'on ait demain, autant que possible et dans la meilleure des façons possibles, des projets d'énergie marine renouvelable sur notre territoire. Vous êtes prêt à accompagner en fait tous les projets qui se présentent aujourd'hui ? Notre rôle, c'est de pouvoir les accompagner. Alors, on a des moyens qui ne sont pas forcément énormes, mais on s'appuie aussi sur le réseau, sur Bretagne Développement Innovation, sur beaucoup de réseaux d'acteurs. Et notre rôle, c'est vraiment que les acteurs régionaux, nationaux identifient la Cornouaille comme un territoire à potentiel, et inversement, que localement, on puisse aussi nous faire promouvoir les capacités de la Cornouaille et pouvoir répondre à des enjeux plus régionaux, nationaux sur les énergies marines renouvelables. Jean-Yves Pradillon, je vais vous inviter à prendre le micro. Vous représentez donc le Polmer Bretagne-Atlantique et les énergies marines renouvelables. Vous y croyez depuis le début. Le Polmer, c'est un pôle de compétitivité internationale et à vocation internationale. Et le pôle a été créé en 2005. Est-ce que dès 2005, vous vous êtes dit, là, il y a quelque chose d'important qui se joue pour la Bretagne ? Oui, alors d'abord, bonjour à tout le monde. Oui, tout à fait. Les premiers
prémices de projets nous ont été présentées à peu près à cette époque-là. Le pôle mer Bretagne s'est dit c'est certainement le moment de soutenir par des actions de R&D le développement de cette filière, mais aussi de prévoir tout ce qui va autour. Et très très rapidement, le pôle mer a aussi suscité des actions de formation comme le master spécialisé d'énergie marine renouvelable qui est ouvert à Brest depuis 2010. Donc ça a mis quelques années à se mettre en place, mais voilà, le pôle mer a eu des actions à la fois sur le soutien de R&D, sur le soutien économique du développement industriel, mais aussi sur les aspects formation. Alors, vous avez une conviction, une certitude, c'est que la filière va émerger. Oui, j'y crois. J'y crois parce que c'est un besoin industriel. Je voudrais reprendre un chiffre qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais qui est assez symptomatique. Par exemple, le barrage de la Range, donc, qui date du milieu des années 60, quand il a été mis en place avec ses 240 mégawatts, avait été dessiné pour pouvoir alimenter 50% du besoin énergétique breton. Milieu des années 60. Aujourd'hui, il représente 5%. Donc voilà, on sait que le profil de consommation aujourd'hui n'est pas le même, qu'on va avoir besoin de viser un mix énergétique. On ne peut plus dépendre totalement du nucléaire. On ne peut pas dépendre du pétrole avec les fluctuations. Pour l'instant, elles sont dans le bon sens, mais on sait qu'à terme, ce ne sera pas le cas. Donc il faut se diversifier. Et en Bretagne, on a la chance, on a la situation de ne pas produire beaucoup de notre énergie, mais on a la chance de disposer de ressources énergétique en mer, et je suis persuadé que cette filière va émerger. Elle est pénalisée par la difficulté de prévoir la recherche. Tout le monde trouve que ça ne va pas assez vite. Le nucléaire a pris de nombreuses années avant d'être vraiment très opérationnel. Donc voilà, il faut lui laisser le temps, mais j'y crois. Alors, donnez-nous quelques exemples des projets soutenus par le pôle. Peut-être pas dans le détail, mais dans les grandes lignes. Alors, vous avez cité les différentes technologies. On a pratiquement des projets dans toutes ces technologies-là. Je dirais que dans les premières années, donc on va dire avant 2010, on avait plutôt des projets concernant des grands systèmes de production d'énergie. C'est-à-dire que ce qui était la base du développement, c'était quelle machine on va mettre en mer. Donc les projets qu'on voyait à cette époque, c'était les machines. Et on s'aperçoit que depuis 2010, à côté de ces projets de machines, on voit émerger d'autres projets qui vont s'intéresser à tout ce qui concerne le développement des énergies marines renouvelables. Donc on va avoir des projets qui concernent la caractérisation de la ressource, des projets qui vont s'intéresser à l'impact des systèmes sur le vivant, sur les traits de côte, sur les technologies de stockage, sur les technologies de raccordement électrique, sur des sous-systèmes des grandes machines. Donc on s'aperçoit que vraiment on est en phase de structuration. Une fois qu'on a réfléchi à la grande problématique, est-ce que c'est possible, quelles sont les capacités de production? Après, c'est comment on va mettre en œuvre ces systèmes, et c'est les projets qu'on connaît aujourd'hui. Alors, beaucoup de travaux dans les différents domaines qui touchent aux énergies marines renouvelables. Cela dit, la Bretagne ne va pas adopter ou développer forcément tous les projets possibles dans tous les domaines. Non, mais alors ça, je suis très content que dans cette table ronde, on ait aussi des gens qui représentent les élus, parce que il y a des problèmes techniques pour la décision d'installer ou pas un certain système, mais il y a aussi des décisions qui sont politiques au niveau national, au niveau régional, et on a une filière qui ne pourra émerger qu'en étant vraiment soutenue par les politiques, et ça, je crois que c'est très très important à dire, et ça certainement aura un impact sur les choix qui seront faits. Alors, on a eu un petit problème tout à l'heure. On sait qu'il y a des impacts sur l'acceptabilité. C'est un des problèmes les plus importants, l'acceptabilité des autres opérateurs de la mer, mais aussi des riverains. Et certains systèmes ne pourront pas voir le jour à cause de ces problèmes d'acceptabilité. Et donc, ça pourra militer pour d'autres systèmes. Donc, tout ça est en structuration aussi bien que la technologie des systèmes. Alors, pour être un peu plus concret, ça veut dire que vous considérez que ce sont plutôt des éoliennes flottantes, donc assez loin du large, que l'on développera au large de la Bretagne, plutôt que des éoliennes posées assez près des côtes? Je ne sais pas si on peut l'affirmer aussi nettement que ça. Une chose est sûre, c'est qu'à un moment ou à un autre, les sites où on peut potentiellement installer des éoliennes flottantes seront saturés, comme on connaît à terre, et que si on veut continuer à installer des éoliennes, il faudra trouver d'autres solutions. On n'a pas la chance du nord de l'Allemagne et du Danemark, où la quasi-totalité de leurs eaux ont moins de 50 mètres de fond, ce qui permet de poser facilement des éoliennes posées,
d'installer des éoliennes posées, pardon, et ce qui explique pourquoi ils ont quasiment 20 ans d'avance sur nous, parce qu'ils ont des fonds faciles. D'accord ? Donc nous, nos fonds faciles sont peu nombreux. Et un jour ou l'autre, il faudra trouver d'autres solutions. Alors, l'acceptabilité, ça milite aussi en faveur de l'hydrolien et du houlomoteur, où ça prend moins de place, c'est moins voyant. Surtout l'hydrolien, c'est pas voyant du tout. Là, je laisserai parler les spécialistes de l'hydrolien pour moi, mais effectivement, ça a des avantages d'acceptabilité visuelle. Maintenant, ça occupe aussi des sites qui sont utilisés par d'autres opérateurs de la mer. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas forcément plus simple. Et puis, installer une éolienne, mais je pense que Jean-François Davio nous en parlera, c'est pas toujours très facile et évident à faire. Donc, voilà. Alors, la question à 9000 gigawattheures, combien d'emplois cela créera-t-il en Bretagne? Est-ce qu'on le sait? Alors, Madame Soleil peut-être, mais à part ça, disons que des chiffres sont avancés. Donc, sans engager le pôle mer qui n'a jamais fait d'études vraiment très nettes ou très orientées vers ce sujet-là, on peut citer l'étude qui a été faite par Bretagne Pôle Naval, qui, dans son scénario le plus optimiste, envisage de l'ordre de 20 000 emplois. Et c'est pour quand? C'est pour le plus tôt possible. Non, mais je veux dire, voilà, on voit qu'il y a des freins, que les choses, que ce soit des freins techniques ou des freins réglementaires, enfin, ça ne se déroule pas comme un long fleuve tranquille. Le plus tôt sera le mieux. Et moi, je pense qu'on s'est engagé à avoir un certain nombre de gigawatts produits par des énergies en mer au niveau du fameux H2020 européen. Donc, pour 2020, on n'aura vraisemblablement pas atteint ce à quoi on s'est engagé. On s'en approchera, on ne l'aura pas atteint. Et donc, il faut continuer. Et à terme, on peut parler, je pense, de chiffres comme ça. Mais peut-être que mes collègues autour de la table ont des avis complémentaires à ce sujet. En tout cas, c'est une aventure passionnante et porteuse d'avenir. Ah, tout à fait. J'ai eu une conférence il n'y a pas très longtemps d'un ingénieur anglais qui travaillait sur les éoliennes. Il a terminé son discours par les EMR, : The engineer is back, l'ingénieur est de retour. C'est une formidable aventure, justement parce qu'il y a toute cette R&D, parce qu'on s'attaque à un milieu difficile. Et je crois que c'est un véritable challenge un défi, excusez-moi, je vais essayer de parler français, un défi qu'on a à relever et qui aura des conséquences positives sur le développement économique régional. Loïc Chenet-Girard, vous qui êtes vice-président de la région Bretagne, c'est un discours qui doit vous intéresser. On a entendu cette attente de soutien de la part des différents acteurs. Je partage qu'il faut effectivement un soutien et je crois qu'en Bretagne, nous sommes sur un terrain qui n'est pas facile. Cela a été exprimé au niveau géologique, au niveau du fait que nous ne produisons pas beaucoup d'énergie nous-mêmes à ce jour. Mais je crois que c'est cette difficulté qui fait que c'est une chance extraordinaire pour la Bretagne. D'abord parce qu'on ne va pas demain matin fermer des installations qui produisent de l'énergie parce qu'on aura réussi notre pari. Déjà, c'est un frein en moins. Et parce que nous sommes un territoire qui a toujours dû se battre pour arriver là où il en est. Et la Cornouaille est un bel exemple. Et donc, à partir de là, notre capacité à nous mobiliser tous ensemble, depuis les agglos jusqu'à la région, pour que l'ensemble des élus aient une vision de ce que nous devons faire pour le développement des énergies renouvelables, et notamment les énergies marines renouvelables, est un atout extraordinaire à mettre en œuvre, et un atout qui n'existe pas beaucoup en Europe. Il n'y a pas beaucoup de régions en Europe qui présentent l'ensemble de nos caractéristiques. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs. Il y en a d'autres ailleurs en Europe qui sont déjà avancés sur certaines technologies ou qui ont su mettre en avant une certaine capacité à agir. Mais notre capacité à agir tous ensemble, élus, groupes d'industriels, écoles de formation, est quelque chose de très important et qui va faire la différence dans les années qui viennent. Vous avez parlé de vision. Quelle est la vision de la région sur ce développement ? La vision de la région, c'est d'abord que nous sommes une région productive. Et cette région productive, elle a besoin d'énergie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est facile, 3, 4, 5% de consommation énergétique en plus chaque année. On pompe du courant produit sur le continent, tout va bien. Nous avons tous pris conscience que nous avons une limite, c'est que si nous continuons comme cela, le climat va se dérégler encore plus. Cette limite-là, elle est intégrée dans nos esprits et la transition énergétique est en marche. Cette transition énergétique est un des piliers de ce que nous appelons la glass economy, du développement économique intelligent de demain que nous allons faire en Bretagne, qui est une écologie productive et une écologie de croissance, et non pas une obligation de punir nos économies et de réduire toutes nos consommations.
Nous allons continuer à consommer mieux, consommer de manière sobre, produire de manière sobre et produire nous-mêmes de l'énergie, ce qui est extraordinaire. Sur la Terre, avec l'ensemble des actions qui sont en cours dans les villes, avec les chaufferies bois, les systèmes de récupération d'énergie que l'on peut mettre dans nos stations d'épuration ou autres, chez nos agriculteurs, dans les entreprises, le développement des smart grids, et puis sur la mer, qui est de la nouvelle limite, qui est le nouveau possible, qui est quelque part dans l'ADN, bien entendu, de la Bretagne depuis très longtemps, mais qui là ouvre des champs assez extraordinaires qu'il va falloir défricher en quelque sorte, en intégrant que nous avons aussi une responsabilité par rapport aux générations futures de ne pas abîmer le milieu naturel et donc l'océan. Et à partir de là, nous avons quelques pionniers qui sont en avance. Certains sont ici, effectivement. Monsieur Davio, avec Sabella, est un des pionniers que nous sommes fiers d'avoir en Bretagne. Nous avons des groupes qui se sont constitués en cluster et effectivement, Pôle Mer Bretagne Atlantique est un des outils importants sur lesquels on parie pour demain, pour l'innovation. Et puis nous avons des grands industriels internationaux qui s'intéressent à la Bretagne, qui viennent investir en Bretagne, et c'est compliqué. Et effectivement, si on parle d'Aile Marine au large de Saint-Brieuc, c'est un dossier qui prend quelques années de retard, parce qu'on défriche, parce qu'on crée de la nouvelle jurisprudence, parce qu'on avance et on bouscule au niveau soit national, soit européen, les réglementations pour faire en sorte d'avancer tout en respectant l'environnement, tout en respectant les habitants et tout en faisant un certain nombre de réunions publiques qui ont permis aux différents acteurs de la mer, qu'ils soient habitants ou acteurs économiques, pêcheurs ou ostréiculteurs, d'accepter que nous puissions nous insérer dans cet écosystème déjà existant, complexe, très complexe, et de développer encore une fois une nouvelle économie et une nouvelle énergie. Et puis enfin, c'est une chance extraordinaire parce que cette énergie produite horizontalement partout sur le territoire, ça produit des emplois partout sur le territoire. Si vous produisez de l'énergie de manière centralisée à un point donné, ce n'est pas le même sujet que de produire de l'énergie partout en Bretagne. Et produire de l'énergie partout en Bretagne, cela veut dire du monde partout, pour entretenir les réseaux, pour entretenir les machines, qu'elles soient des éoliennes, des hydroliennes, des machines qui vont capter la houle ou qui vont capter le courant. Tout ce que nous allons concevoir, il va falloir l'entretenir dans le long terme, et donc d'avoir des hommes et des femmes formés, compétents et capables d'agir sur le territoire. C'est extraordinaire et c'est une chance absolue pour la Bretagne. Et ici, en Cornouailles, la volonté et la capacité des élus à travailler ensemble, je vois monsieur le maire qui est ici, c'est la capacité de répondre aux industriels et de leur dire « venez en Bretagne », parce qu'en Bretagne, vous aurez l'écosystème pour vous développer. Et les problèmes, on peut s'en occuper avec vous. Je ne dis pas que tout est merveilleux, mais on peut s'en occuper avec vous. Et quand on s'en occupe avec vous, eh ben, on arrive à avancer plus vite. Alors, nous sommes en période de transition climatique, transition énergétique, transition industrielle. Enfin, on voit que ça bouge beaucoup, mais il faut aussi que le citoyen s'engage dans cette transition. Vous avez fait allusion à cette question d'acceptabilité. Nous avons toutes et tous à faire des efforts dans cette transition. Il ne faut pas que tout tombe d'en haut. Et nous avons aussi à changer nos habitudes et à accepter certaines choses. Ça peut être compliqué. Mais les habitudes sont en train de changer de manière assez extraordinaire. Pour ne pas parler que énergie, si vous regardez le sujet du recyclage et le fait de trier ses déchets, il y a 20 ans, c'était une ambition extraordinaire. On disait que ça va être très compliqué. Et aujourd'hui, les gamins, si vous vous trompez de poubelle, ils vous engueulent. Bon, Blablacar et l'ensemble des outils, et on peut avoir plein de débats là-dessus, mais l'ensemble des outils de copartage et les économies fondées sur l'usage et non pas la propriété sont en train de se développer de manière extraordinaire, en redonnant du pouvoir d'achat aux citoyens, en offrant de nouvelles possibilités pour avoir la capacité de bouger, être en capacité d'utiliser un logement, un bien, qu'il soit matériel ou immatériel, sans avoir besoin d'immobiliser son capital dedans, sans avoir besoin d'emprunter pour acheter une voiture ou tel matériel. Cette nouvelle économie-là, elle se met en œuvre, mais elle se met en œuvre de manière non violente. Violente pour les grands groupes installés et qui n'ont pas intégré ce changement qui est en marche et qui va, quoi qu'il arrive, bousculer énormément l'économie, mais de manière intelligente et intégrée automatiquement dans la société par rapport aux usages qu'en font notamment les jeunes générations, mais aussi celles et ceux qui s'intéressent à ces sujets-là. Par contre, là où nous devons être prudents, c'est les impacts que cela a sur l'économie, et c'est de faire en sorte qu'on ne se dise pas tout est merveilleux dans cette nouvelle économie et tout le reste on met à la poubelle. Donc la transition énergétique, la transition numérique et l'intégration de ces nouveaux modèles, il faut que nous, décideurs politiques, nous l'intégrions dans notre modèle pour pouvoir échanger avec les entrepreneurs, pour pouvoir former les jeunes gens qui sortent des écoles aujourd'hui, pour qu'ils intègrent cela dans l'économie réelle d'aujourd'hui que nous avons en Bretagne. L'agroalimentaire est un très bon exemple. Cet agroalimentaire et cette agriculture
dont on parle beaucoup de manière négative avec les sujets de la crise, c'est une économie qui est en train de se modifier considérablement, avec forcément les frottements et les difficultés que l'on voit, que l'on vit, et derrière des humains qui souffrent. Mais à côté de ça, il y a aussi des agriculteurs, des industriels dans le domaine de l'agroalimentaire qui sont en train d'innover, qui sont en train d'inventer l'agriculture de demain et l'agroalimentaire de demain pour produire de manière saine, de manière performante, avec une qualité extraordinaire. Et aussi pour produire de l'énergie, Et d'ailleurs. pour produire de l'énergie en intégrant la transition énergétique dans leur modèle. Voilà. Donc, c'est une chance extraordinaire et nous avons besoin de développer et la formation, et l'innovation, et le terreau pour que les entreprises viennent s'installer en Bretagne pour développer cette économie et que demain, nous puissions l'exporter. L'exporter ailleurs dans le monde, c'est bien aussi l'objectif. Et la Bretagne a toujours su aller au-delà des mers pour montrer ses capacités à faire. Alors, cela dit, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même à Paris. On ne sait pas encore ce que ça donnera très concrètement en termes d'investissement, en termes de coûts, en termes d'emploi, en termes d'impact. Mais quand en Bretagne, on a inventé les turbocodes pour l'Internet, en Bretagne, on ne savait pas ce que demain ça allait produire ailleurs dans le monde. Et malheureusement, ce n'est pas en Bretagne qu'on a généré le maximum d'emplois, c'est ailleurs dans le monde. Il serait quand même dommage qu'au niveau de Polmer, ou au niveau des structures France Énergie Marine ou autres, on invente des choses qui aillent se développer ailleurs dans le monde. Et c'est là où il faut qu'on soit capable de se dire que la valeur ajoutée, nous sommes capables de la créer, mais la créer ici, avec les emplois qui vont avec. Et après, bien entendu, on sait que d'autres technologies vont se développer ailleurs. Il faut qu'on soit en veille permanente, que nous allions voir ce qui se passe dans le monde et qu'on l'intègre encore une fois à notre modèle de développement. La chance de la Bretagne, c'est aussi d'être au bout de l'Europe et donc d'être au centre du monde de par la mer, ce qui va nous permettre de gérer les sujets des grands colis lourds. Et on pourrait vous parler des investissements, les 200 et quelques millions d'euros que nous mettons sur le port de Brest, parce que ce sont effectivement des industries très très lourdes et très très capitalistiques qui sont en train de se mettre en œuvre. Et nous avons là, encore une fois, des atouts et nous parions énormément d'argent sur ce sujet-là, parce que ce sujet, il est d'actualité, il va arriver quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et donc il doit arriver en Bretagne avant ailleurs. C'est obligatoire. Donc c'est pour ça que vous investissez notamment au port de Brest. Port de Brest, nous investissons pour réaliser effectivement sur le polder que beaucoup connaissent, les infrastructures qui permettront demain de décharger ou de recharger des colis lourds, qui permettront de faire en sorte qu'une hydrolienne ou une éolienne produite en Bretagne ou assemblée en Bretagne avec le maximum de produits Bretagne Inside dedans, puisse être embarquée sur des barges et partir sur le rayon de 3000 km ou 1500 km peut-être autour, qui nous permettent d'aller sereinement les vendre en Angleterre, les vendre en Espagne, les vendre partout où elles vont pouvoir s'implanter, là où les fonds marins sont effectivement plus confortables qu'en Bretagne. Mais nous pouvons aussi en mettre en Bretagne. Voilà. Pierre-Henri Rico, alors vous qui représentez Fortum, donc je le disais tout à l'heure, l'équivalent de l'EDF finlandais, vous êtes tous industriels dans l'expérimentation encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, Fortum, comme vous dites, c'est Électricité de Finlande. Donc on est en fait un groupe d'origine finlandaise, hydraulicien d'abord dans l'hydroélectricité, puis dans le nucléaire, puis maintenant dans les énergies renouvelables, avec l'objectif de faire une production sans CO2. C'est notre devise un petit peu. Donc dans ces énergies marines, on est effectivement en phase, on a quitté le laboratoire, on est maintenant dans la phase des fermes pilotes. Ce sont des sujets compliqués. Alors j'avais un petit film pour vous montrer, mais vous pourrez le voir sur le stand. Là, on ne peut pas le passer, pour montrer les différentes technologies que l'on développe. On y reviendra peut-être un tout petit peu. Toujours sur les énergies houlomotrices. Le houlomoteur, pour expliquer juste en deux mots... Le houlomoteur, c'est transformer l'énergie mécanique des vagues, du mouvement des vagues, qu'il soit horizontal, qu'il soit de basculement, qu'il soit vertical, en électricité. C'est une énergie perpétuelle. C'est une énergie perpétuelle, c'est une énergie assez prédictible, parce que quand la houle s'est formée, elle est à peu près prédictible à 24-48 heures, ce qui pour RTE est quelque chose d'extrêmement important. C'est beaucoup moins aléatoire que le soleil, à la limite, même si Météo France a fait beaucoup de progrès, ou que le vent. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une énergie qui est... L'électricité est fabriquée au fond de la mer. C'est mon téléphone. L'électricité est fabriquée au fond de la mer et raccordée au réseau directement avec une ligne. Vous avez un projet en baie d'Audierne qui s'appelle Wetmore. De quoi s'agit-il ? Alors, on est actionnaire
d'une petite société finlandaise qui a été une start-up qui a démarré il y a 10 ans et qui a découvert que l'énergie de la houle était en fait extrêmement puissante, ce qu'on n'avait pas mesuré, en voyant une porte d'épave battre, en essayant de la bloquer avec un madrier, et il revient, le madrier a cassé. Il s'est dit, là, il y a de l'énergie, et il a eu l'idée, et c'est là où est le génie, d'essayer de la transformer en énergie électrique. Donc, on a accompagné cette start-up. On est allé au Portugal, où on a installé une première ferme pilote qui a été raccordée au réseau avec des modules de 100 kW. Les sites portugais s'y prêtaient assez bien. En plus, l'Europe nous a aidés en termes de financement à nous installer au Portugal. Et on a ensuite monté un partenariat avec DCNS. Marc, ici, y a beaucoup travaillé. Un partenariat avec DCNS pour passer à une échelle industrielle supérieure. Et on en est aujourd'hui on a fait des études de recherche de sites adaptés. Il y a un certain nombre de critères environnementaux, qualité de fond marin, qualité de la houle. Et tout ça, vous l'avez retrouvé en baie d'Audierne. Et tout ça nous a fait conclure que la baie d'Audierne était le site le plus adapté. Il a été classé premier, donc on l'a retenu. En plus, on a eu un excellent accueil de la région Bretagne. On a eu pas mal de réunions avec Cornouailles Développement, etc., qui soutiennent les projets. Donc aujourd'hui, on a un projet qui est techniquement assez bien monté, avec quand même un point qui reste à résoudre, qui est le bouclage du financement. Qui, sur tous ces pas projets, le moindre. Hein. C'est pas le moindre. Non, mais c'est un sujet important parce que dans la phase d'un projet, vous avez le démarrage. Quand une start-up commence, ça coûte pas très cher. Il n'y a pas grand risque. Vous pouvez essayer de développer plusieurs technologies. Vous avez ensuite la phase industrielle où les gros investissements industriels sont à faire, enfin, mais derrière, vous avez l'assurance des revenus de production. Donc, vous faites un calcul de retour sur investissement et vous vous dites, je m'y lance, et là, je n'ai pas besoin de soutien particulier. Vous avez juste besoin de savoir que le marché va être là et que vous êtes capable de produire de façon compétitive par rapport aux autres sources. À ce titre-là, le coût du CO2 sera fondamental, parce que si on n'a pas un prix du CO2 qui internalise bien tous les coûts, on ne sera jamais compétitif par rapport à des usines au fioul ou au charbon. Jamais. Donc ça, c'est aussi une transition énergétique fondamentale, d'arriver à faire payer réellement quel est le coût induit par la production de CO2. Et puis vous avez la phase intermédiaire qui est la ferme pilote, où là vous êtes dans la pire des situations pour l'industriel, parce que vous avez des investissements significatifs en millions d'euros, plusieurs technologies à développer, on en a 3, nous, en cours actuellement, et aucune assurance qu'un jour ce projet sera en phase industrielle. Donc là, il faut mobiliser, c'est le moment où il faut le coup de pouce, régional, national, européen, pour arriver à faire démarrer. C'est le moment où il faut assumer la part de risque. Oui, et donc l'industriel ne peut pas l'assumer tout seul. Il faut aller accompagner cette transition. On a trouvé cet accompagnement en Angleterre pour notre projet le projet de panneaux oscillants. On l'a trouvé en Suède avec notre système Seabased. On l'a trouvé au Portugal sur le petit projet Wave Roller, et on essaye de le monter en Bretagne sur le projet Whatmore. Alors, Whatmore, donc c'est le projet. Vous souhaitez évidemment développer cette technologie en Bretagne. À terme, dans vos espoirs les plus fous, vous pensez pouvoir produire quelle part de l'énergie bretonne? Alors, on peut faire, comme vous l'avez dit, avec la Rance, les projections qu'on fait, c'est toujours assez aléatoire. Les chiffres que l'on a, c'est que le moteur pourrait représenter, si on installait toutes les capacités, 10% de la consommation électrique mondiale. C'est énorme. Donc en Bretagne, je ne sais pas, peut-être que Marc a d'autres chiffres, mais je pense qu'en Bretagne, les 10%, ça c'est tout à fait accessible, bien entendu, et même plus. Alors, l'autre critère de succès que l'on a, et c'est important pour la Bretagne, c'est le partenariat. Nous, on n'est pas fabricant de systèmes, on est fabricant d'électricité. Donc on s'est associé avec des CNS. Pourquoi? Parce qu'il va falloir construire ces machines, il va falloir mettre à l'eau ces machines,
il va falloir maintenir ces machines, les sortir, avoir les infrastructures portuaires quand il y a les grands carénages, si j'allais dire, pour les remettre à hauteur. Et ça, c'est tout un écosystème qu'il faut développer. Et on ne peut le développer que sur la base d'installations existantes. Ce ne serait jamais rentable. Donc, des chantiers maritimes, c'est ce dont on a besoin, d'où notre alliance avec DCNS. Alors, Wetmore, c'est pour quand en baie d'Audierne? Voilà. Alors là, j'aurais tendance à demander aux politiques. Vous savez, dans ces choses-là, ce qui prend du temps, c'est pas tellement, c'est pas la construction des choses. C'est le fait d'avoir les autorisations de raccordement, c'est le fait de choisir le site, ça on vient de le faire, c'est le fait d'avoir les évolutions réglementaires, ne serait-ce que sur le droit du travail. Comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir travailler sous l'eau? Donc, toutes ces choses-là, on n'essaye pas de se contraindre dans un calendrier parce que sinon Vous il y a avez bien une petite idée quand même. c'est quelques années, mais Oui, on essaye quelques années. Voilà, Ça on va n'essaye donc pas de très se vite. contraindre parce que sinon il y a longtemps qu'on serait parti. Vous savez, Fortum est candidat, j'en profite pour le dire, au renouvellement des concessions des grands barrages dans le sud de la France. On aurait dû avoir renouvelé toutes les concessions en 2015. Aucune n'a démarré. Donc, si vous vous fixez un objectif pour vous dire si ce n'est pas fait dans 5 ans, je pars, il vaut mieux partir tout de suite. Bon, mais vous voilà, allez commencer quand? La ferme pilote, c'est pour quand en baie dans d'Audierne? quelques années. Dans Quelques années. Oui, quelques années. Bon, Oui. donc ferme pilote pour démarrer, et à terme, il y aura combien de machines? Alors, nous, dans nos projets les plus fous, mais qui sont quand même pas que des rêves d'ingénieurs, on voudrait des parcs d'une centaine de machines, par exemple. C'est-à-dire, on parle de 50 mégawatts, 100 mégawatts. Donc, c'est ça l'objectif que l'on a. Parce qu'après le dimensionnement à une échelle plus grande, c'est finalement assez facile. Une fois que vous avez le raccordement, vous avez le site, le raccordement à la terre, que la technologie est validée, après, en mettre 10, en mettre 20, en mettre 100, Ça peut aller vite. c'est pas ça qui est compliqué. C'est pas ça qui est compliqué. Et là, on s'appuiera sur DCNS qui va nous fabriquer ça comme des petits pains. Alors, nous reviendrons à DCNS tout à l'heure. J'ai demandé à la régie de passer l'image suivante, puisque nous allons parler de Sabella avec Jean-François Davio. Je vous invite à prendre le micro. Alors, Sabella est une entreprise de Cornouailles. Vous êtes installé à Quimper. Alors, on peut d'ailleurs se demander, qu'est-ce que vous faites à Quimper alors que vous êtes dans l'hydrolien? Ce n'est pas dans l'Audet que vous allez mettre des hydroliennes? Mais ça a commencé par l'Audet. Ça a commencé à l'extrémité de l'Audet, à la pointe du Coq, à Ben-Audet, avec un tout petit pilote dès 2008. Donc c'était la première hydrolienne installée d'ailleurs sur les côtes françaises. Une puissance non significative, mais qui nous a permis en tout cas d'apprendre plein de choses et de poser les principes de cette technologie. Alors, cette technologie, vous la développez, vous avez posé, là, on n'est plus dans le prototype à échelle entière, où vous avez posé près d'Ouessant une vraie machine qu'on peut voir d'ailleurs à l'image. Absolument, donc c'est une machine industrielle, enfin ou pré-industrielle, machine d'1 mégawatt en puissance maximum. C'est un objet qui fait 17 mètres de hauteur, donc l'équivalent d'un immeuble de 5 étages à peu près, qui pèse 450 tonnes, donc une trentaine de semi-remorques. Voilà, et qui a été installé fin juin dans le passage du Front-Veur par 55 mètres de profondeur. Il y fait nuit noire et on y rencontre, ou elle y rencontre, des courants qui vont jusqu'à un peu plus de 4 mètres secondes. Voilà. Alors, pourquoi le Front-Veur, justement? Alors, le Front-Veur, c'est sans doute le deuxième site en France après le Raz-Blanchard en matière de gisement hydrocinétique. C'est un potentiel d'environ 500 MW. On évoquait tout à l'heure ce que pouvaient représenter les énergies marines. 500 MW dans le passage du Front-Veur, c'est à peu près l'équivalent de la consommation électrique du résidentiel en Finistère. Il faut savoir que le Finistère aujourd'hui est alimenté par Cordemais en Pays de Loire et Flamanville en Basse-Normandie. Donc voilà, ça a tout à fait une pertinence de développer en bout de réseau ce type de puissance. Alors, vous installez donc des machines qui sont confrontées à un milieu qui est quand même assez hostile. On est en milieu marin, salin, avec des courants. Et il faut pouvoir assurer le fonctionnement sur la durée d'une machine comme celle-là. Complètement. Alors la salinité, je pense que d'autres industries analogiques, je pense à l'oil and gas, enfin l'industrie pétrolière offshore, a résolu les problématiques de corrosion marine, en l'occurrence ce que vous évoquez, de longue date. Donc aujourd'hui, c'est pas un verrou technologique. Encore une fois, l'hostilité par contre de ces sites, à savoir la présence de ces grands courants, mais c'est ce qu'on va chercher, rend les opérations marines difficiles. Je pense que Sabella est un peu dans le storytelling. On vous raconte un petit peu, on communique autour de ce projet. Donc vous avez vu qu'au mois de mai, on a été posé
par période de mortes eaux, puisqu'il n'y a qu'à ce moment-là que l'on peut intervenir. On est allé poser donc le câble qui relie l'île d'Ouessant au site d'immersion de cette machine. Au mois de juin, on est allé poser cette machine. Et puis depuis la fin juin, on attend le créneau qui va bien pour aller raccorder ce câble et cette machine. On y retourne Dans quelques jours. Voilà, ce week-end. Donc on croise les doigts. On est encore une fois sur une période de mortes eaux. On pense que la météo est à peu près convenable. Voilà, donc dans quelques jours, cette machine devrait produire sur Ouessant. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit de machines extrêmement sophistiquées. Or, vous avez choisi une technologie rustique, on peut le dire comme ça? Oui, vous avez raison. Au demeurant, ce n'est pas forcément simple de faire simple. Cette technologie, effectivement, résulte de principes qui ont été posés, encore une fois, par l'industrie pétrolière, c'est de là que je viens, où on a compris assez tôt que, finalement, des objets sous-marins étaient impossible à maintenir sous l'eau. Donc ça suppose un relevage. Et donc dans le modèle économique de l'hydrolien ou des machines sous-marines de manière générale, il faut essayer de les fiabiliser à outrance. Donc le choix ici technologique est effectivement de rendre cette machine la plus simple possible, donc d'éviter de la sophistication qui ne serait pas nécessaire, et donc d'embarquer des cinématiques qui ne servent à rien. Voilà, donc cette machine est aujourd'hui, c'est sur le papier, mais on y croit fortement, sur un modèle de maintenance préventive à 10 ans. Donc on est censé immerger une machine commerciale et y retourner 10 ans après pour opérer donc des opérations de vérification ou de changement de pièces d'usure. Vous avez posé une machine donc près d'Ouessant. À terme, les fermes d'hydroliennes, ça représentera combien de machines? Alors, encore une fois, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, mais on est dans une phase de décollage de ces filières et également d'apprentissage, donc ces opérations pionnières. Pionnières au sens technologique, certes, mais également au sens environnemental, au sens acceptation sociale. Aujourd'hui, donc, on pose un démonstrateur. La suite, c'est effectivement des fermes pilotes. On pense que Ouessant devrait voir une ferme pilote d'ici 4 ou 5 ans. Voilà. Derrière, encore une fois, ces projets, il y a de la validation du monde de la recherche, du monde de l'université, pour vérifier que les incidences environnementales ne sont pas, on ne joue pas aux apprentis sorciers, hein, que l'acceptation sociale, là encore, on n'est pas dans des conflits d'usage majeurs avec les autres utilisateurs de la mer, le monde de la pêche principalement. Voilà. Et ensuite, on verra effectivement des grands développements à un horizon, j'ai envie de dire, de 10 ans, quoi, hein, des grands développements commerciaux. Je rejoins le propos de Fortum tout à l'heure pour dire effectivement que des projets de quelques centaines de mégawatts, de plusieurs centaines de machines devraient voir le jour, effectivement, à un horizon, je ne sais pas, 2025, quelque chose comme ça. Et à partir de là, on verra effectivement du déploiement industriel s'opérer. Grand développement industriel donc pour 2025. Alors, la question boule de cristal, combien d'emplois cela créera-t-il? Boule de cristal, oui. Au demeurant, Sabella a travaillé un tout petit peu sur la modélisation. On travaille bien évidemment en étroite relation avec la région Bretagne sur de la prospective, sur le polder, sur les développements de Brest. Le front vert nécessitera, par exemple, très certainement, dans sa phase commerciale, j'entends, une implantation industrielle de Sabella ou en tout cas de Seco traitants sur ce polder. On a imaginé, donc, pour produire à un rythme de 40 à 50 hydroliennes par an, un site industriel qui emploierait entre 1000 et 1500 personnes en emploi direct. Donc, ce n'est pas complètement neutre. Oui, c'est conséquent. Emploi direct, il y aura évidemment des emplois indirects. Bien sûr, plus difficile à chiffrer. Alors, vous visez un marché de niche quand même, hein? Alors, on a une compréhension du marché qui est peut-être un peu différente de celle des grands acteurs. J'en ai un à côté de moi. La problématique de la filière industrielle, c'est effectivement la décroissance de coûts. Il faut comprendre aujourd'hui que ces machines sont très coûteuses parce qu'elles sont fabriquées de manière unitaire. C'est plus ou moins des prototypes. Il va falloir aller réellement, si on veut crédibiliser, encore une fois, cette industrie, vers une décroissance de coûts qui permettra de rendre cette énergie compétitive par rapport à d'autres énergies renouvelables, certes. Pour ce faire, plusieurs modèles. Donc, le premier modèle, c'est effectivement de se dire les fabrications en série permettront effectivement de faire de la productivité industrielle et de faire décroître ses coûts. Mais la production de série nécessite aussi des projets commerciaux qui vont permettre des volumes de marché capables de supporter ces séries. On pense que l'ouverture de ce marché, encore une fois, c'est sans doute 2025, d'ici une dizaine d'années. D'ici là encore, il va y avoir des phases de validation autour et je ne parle pas de la France ni de la Bretagne, là je parle à l'international, des phases de validation sur
les incidences environnementales, l'acceptation sociale, la performance même de ces machines, l'intégration au réseau. Donc il y a un certain nombre d'étapes à passer à travers des projets de petite taille, de quelques machines, de quelques mégawatts, voire dizaines de mégawatts. Et pour trouver encore une fois la compétitivité, on pense que ce qu'on appelle dans le jargon des électriciens les ZNI, donc les zones non interconnectées, principalement des îles qui aujourd'hui satisfont leurs besoins électriques à partir de diesel, de groupes électrogènes, diesel qu'il faut envoyer. On a évoqué tout à l'heure le modèle inflationniste des hydrocarbures, donc on est en plein dedans, même si aujourd'hui effectivement on est sur un point bas. Encore une fois, je reprends l'exemple de Ouessant, mais Ouessant, le coût de l'électricité est de l'ordre de 5 fois supérieur à celui du continent. Et c'est vrai dans le monde entier. Les îles aujourd'hui, qui ne sont pas raccordées au continent, ont des modèles énergétiques qui sont très élevés. Alors, Sabella cible un petit peu ce modèle en essayant d'hybrider différentes solutions, de l'hydrolien, certes, c'est notre métier, donc des zones de courant, et les îles sont en général propices à de la ressource hydrocinétique, mais également y coupler du stockage. Comme toutes les énergies renouvelables, l'énergie hydrolienne est intermittente. Ici, elle est prédictible, mais elle est intermittente. Ici, c'est des cycles de marée, donc toutes les 6 heures, j'apprends à personne que la marée s'arrête, enfin, on est sur des étals de marée, et puis une fois par mois ou 2 fois par mois, on a ce qu'on appelle des mortes eaux, donc des faibles niveaux de production. Et le stockage va permettre effectivement de lisser un petit peu la production de ces machines, ou l'injection en tout cas sur les réseaux. Aller vers une certaine régularité. Absolument. Et puis derrière ça, il y a la partie smart grid, c'est-à-dire essayer d'adapter la demande électrique à de la production ENR, de la production renouvelable, en faisant adopter des moyens des rythmes de consommation appropriés, donc ces cycles de production. On peut penser effectivement que dans tout foyer, il y a des consommations différables, c'est les chauffe-eau sanitaires, le lave-linge, le lave-vaisselle, qui peuvent être orchestrés à des heures qui vont bien avec la production et non pas sur les régimes continentaux qui sont les heures pleines, heures creuses, qui est le 22h, 6h du matin. Alors, vous en êtes convaincu, l'un des futurs moteurs de croissance économique, notamment pour la Bretagne. Très certainement, très certainement. Alors, la Bretagne est dotée, on parle de l'hydrolien, on peut parler d'éolien, est dotée d'une ressource énergétique marine. Celle-ci est non délocalisable. Là, je reprends les propos de Loïc. Elle doit étayer des déploiements industriels derrière et des filières, bien évidemment, naissantes dans un premier temps, mais qui doivent voir le jour et être effectivement des moteurs économiques pour la Bretagne. Tristan Saramon, je vous invite à prendre le micro. Vous représentez un consortium, Elmarine, avec un projet. Ce projet s'appelle Adwen. Il est à Saint-Brieuc. Alors, juste en quelques mots, dites-nous ce qu'est Elmarine. Alors, bonjour. Donc, Elmarine, c'est la société de développement du projet éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc. Adwen, pour préciser, c'est le turbinier, donc c'est le fabricant des éoliennes qui sera basé au Havre. Donc il s'agit d'un projet de 62 éoliennes de 8 MW, donc des éoliennes posées à plus de 16 km des côtes sur des fondations métalliques de type jacket, donc une forme de treillis métallique que vous pouvez voir à l'écran. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces éoliennes posées ? Quelle puissance déjà délivrent-elles ? Alors donc ce sont des éoliennes de 8 MW avec un rotor de 180 mètres de diamètre. Ce sont des monstres. Effectivement, oui, 216 mètres en bout de pale et la nacelle a un peu plus de 110 mètres. Donc sur des fondations de 70 mètres, de 60 à 70 mètres. Alors nous voyons à l'image le site où vous prévoyez d'implanter ces éoliennes. Pourquoi ce site-là particulièrement ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a eu en 2011 une première série d'appels d'offres lancés par l'État sur 5 zones, dont 4 ont été attribuées, suivies de 2 autres zones 2 ans plus tard. Donc pourquoi cette zone ? Pour 2 raisons principalement, parce que les conditions de site, c'est-à-dire la ressource en vent d'une part et les conditions de sol, la profondeur d'eau notamment, le permettent, et d'autre part parce que le raccordement est possible dans des limites de coût raisonnables. Quelles sont les retombées possibles pour la Bretagne avec un tel projet ? Alors les retombées pour la Bretagne, d'une part on a en Bretagne, comme vous avez pu le dire, une problématique de
péninsule énergétique. Donc le projet de Saint-Brieuc, c'est un projet qui générera l'équivalent de la consommation domestique de 850 000 habitants, donc plus que les Côtes d'Armor. Par rapport à la consommation d'énergie, d'électricité de la Bretagne, ce serait 9% sur la base des chiffres 2014, donc 9% de ce que consomme la Bretagne, et 40% de sa production électrique. Donc, un autre intérêt pour la Bretagne, c'est d'encrire encore plus la région dans une dynamique de production d'énergie renouvelable et d'énergie marine en particulier. L'énergie de la Bretagne aujourd'hui, c'est à près de 90%, elle est à près de 90% de sources renouvelables. Il y a une vraie volonté de ce point de vue-là. Donc le projet de Saint-Brieuc y participe aussi. Et enfin, évidemment, l'idée, c'est quand même de développer une filière. Évidemment en France. Parmi les critères de l'appel d'offres, les critères d'attribution, il y avait aussi l'aspect projet industriel. Le projet de Saint-Brieuc, c'est de l'ordre de 2000 emplois mobilisés. On estime qu'il y en a un potentiel de 1000 en Bretagne, avec évidemment le port de Brest qu'il est question de mobiliser. Nous allons le voir sur l'image suivante d'ailleurs. On voit qu'il y a différents sites en Bretagne. Voilà. Et dans le Grand Ouest d'ailleurs. Effectivement. Donc là, c'est une diapositive qui représente un peu le projet industriel. Donc, parmi les éléments importants du parc, on a les fondations, donc ces fondations métalliques de type jacket, qui font appel à des métiers de chaudronnerie, etc., sur les structures métalliques qu'on connaît, qui existent en Bretagne et qu'on va à nouveau mobiliser. Donc les fondations, l'idée c'est de construire la partie émergée et peinte à Saint-Nazaire, partie qu'on amène à Brest, où on fabrique la deuxième moitié de la fondation, la partie immergée. Brest est un port important pour le stockage de ces matériaux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'éolienne, quant à elle, serait fabriquée au Havre par Adwen. Donc, il y aurait plusieurs usines sur place. Et l'installation est faite en mer, les fondations étant amenées depuis Brest et les éoliennes depuis Le Havre. Et donc, on a, comme vous pouvez le voir en vert, une base de maintenance à Saint-Quay-Portrieux, avec de l'ordre de 140 emplois, donc là, permanents sur toute la durée de vie du site. Nous avons entendu parler de Paris, de projets, de filières nouvelles. Là, on est vraiment dans le concret. Alors, je crois qu'on est toujours dans le concret avec les EMR. Hein. Tout le monde ici travaille sur au minimum des prototypes. C'est des technologies qui vraiment se développent. L'éolien en mer posé bénéficie d'une certaine maturité, dans la mesure où on a déjà 75 parcs en Europe, avec près de 8000 mégawatts. On a donc en France, pas encore de parcs installés, mais 6 projets qui avancent bien. Donc c'est une technologie qui a peut-être un peu d'avance sur les autres. Et ce déploiement, c'est pour quand? Ça commence quand? Alors, donc, pas plus tard que le mois prochain, nous déposerons les dossiers de demande d'autorisation qui rentreront ensuite en phase d'instruction. L'idée, c'est de commencer les travaux d'installation en mer courant 2018 pour un parc qui serait opérationnel en 2020. Ça arrive très vite. C'est demain. C'est demain. Et on y est presque déjà. Voilà, on y travaille. Nous allons revenir à l'image, à la diapositive de DCNS. Marc Boeuf, je vous invite à prendre le micro. Nous avons évoqué le projet Wetmore, où DCNS est partie prenante. Alors DCNS, on vous retrouve dans l'hydrolien, dans l'éolien, dans le houlomoteur. Vous êtes partout. Hein. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, depuis la fin des années 2000, on avait mené une réflexion de fond à DCNS pour regarder les secteurs sur lesquels on avait une légitimité et une capacité et un intérêt à développer, à investir
en dehors de notre cœur de métier, que pour ceux qui ne le savent pas, est le naval de défense. Et il était apparu que les énergies marines renouvelables étaient vraiment très intéressantes pour nous, de par le fait que c'était d'abord des nouvelles technologies qui étaient en développement, donc il y avait les places n'étaient pas encore occupées. Et puis ce sont des systèmes complexes à mettre en mer, des systèmes qui vont effectivement avoir des risques de corrosion, des machines tournantes sous l'eau, des problématiques aussi de systèmes complets avec des ancrages, avec des flotteurs, des fondations. Donc on s'est positionné, on a beaucoup investi en recherche et développement et aujourd'hui on est arrivé à une situation où effectivement on est positionné sur 3 technologies de manière différente. Alors on est positionné sur l'hydrolien, donc Jean-François Davio tout à l'heure nous parlait de la technologie Sabella. Nous on développe une technologie basée sur notre filiale irlandaise qui s'appelle Open Hydro, qui a déjà fait de nombreux essais en mer. Et en ce moment-là, à Brest, 2 grandes turbines d'hydroliennes sont en cours de montage. Alors, le rotor a été assemblé à Cherbourg, le stator, la fondation, les systèmes de connexion sont entièrement construits, les pales également en Bretagne. Et le chantier, aujourd'hui, mobilise, pour montrer qu'on est dans le concret, mobilise 250 personnes entre les équipiers de DCNS et puis les nombreux partenaires et sous-traitants qui participent à ce chantier, qui verra l'installation de 2 machines avec EDF sur le site de Paimpol-Bréhat. Donc ça, c'est pour vous montrer que entre les phases de réflexion, les investissements de R&D, on arrive aujourd'hui à une phase de chantier avec des réalisations tout à fait concrètes. Il faut dire que vous disposez de solides atouts, puisque vous construisez et concevez des sous-marins, des bateaux de surface, donc vous avez toute l'expérience, c'est un milieu que vous maîtrisez parfaitement. Alors, il faut rester modeste, parce qu'effectivement, on maîtrise de nombreuses technologies qui sont mises à profit dans le développement des énergies marines, mais on doit aussi acquérir, c'est ce qu'on fait depuis quelques années, des connaissances, et y compris apporter un certain nombre d'innovations. Nous participons de façon extrêmement active avec le pôle mer, et on est aussi très investi dans France Énergie Marine, qui est l'institut dont le siège est à Brest, qui développe des technologies d'énergie marine, pour aussi inventer des verrous technologiques, enfin surmonter des verrous technologiques, parce que, effectivement, comme le disait l'ensemble des intervenants, on ne dispose pas aujourd'hui de système sur étagère. Donc on assemble des choses existantes, on a une course permanente sur la diminution des coûts et sur l'augmentation de la fiabilité, et il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et on arrive cependant aujourd'hui à mettre des machines à l'eau et à commencer à les connecter, à les mettre. On est dans la phase pour les hydroliennes de site pilote. Donc je parlais de Paimpol-Bréhat avec 2 machines, mais en parallèle, on développe avec EDF Énergie Nouvelle un projet au Raz-Blanchard. Alors c'est pas en Bretagne, mais c'est pas loin d'ici, qui est le site le plus énergétique en France. Et là, on développera entre 5 et 10 machines connectées au réseau qui permettront de produire une énergie qui sera tout à fait respectable, à raison d'à peu près de 1,5 à 2 MW par machine. Vous voyez, ça commence à être des sites de production importants. Alors, pour l'instant, ce sont des petites séries encore. Alors ça reste, donc on est dans la phase de démonstration en mer de plusieurs machines interconnectées, connectées au réseau, donc ça devient quand même des véritables projets industriels, mais on n'est pas encore dans le marché mature de systèmes sur étagère. Ça sera plutôt à l'horizon 2020-2025 où le marché sera vraiment des parcs, comme le disaient mes collègues, de plusieurs dizaines, voire centaines de machines sur les qui s'y prêtent. Le véritable démarrage des énergies marines renouvelables, donc c'est l'horizon 2020-2025 pour tout le monde apparemment. J'ai du mal à entendre ça, parce que moi j'ai l'impression que de travailler sur les énergies renouvelables depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est déjà démarré. Mais disons que le marché récurrent, avec effectivement une autonomie, je veux dire, avec un coût du mégawattheure qui sera effectivement, qui sera, comme on dit, à la parité des autres technologies, c'est plutôt effectivement l'horizon que vous dites. Mais aujourd'hui, on est déjà dans du développement, on a des chantiers qui emploient de nombreuses personnes, et on construit de vraies machines. Alors sur l'éolien flottant, je veux en dire, si vous le permettez, un mot aussi, parce que c'est extrêmement important pour la Bretagne en particulier. Sur l'éolien flottant, on a choisi, donc on travaille depuis pas mal d'années sur le développement d'un système complet qui permet de mettre une éolienne qui a été développée sur des systèmes posés, un petit peu comme le décrivait mon collègue tout à l'heure de Elmarine, sur des flotteurs qui vont donc, par définition, avoir un certain mouvement. Et donc, l'équation à résoudre, c'est que ce flotteur-là produise le moins de mouvement possible sur cette éolienne qui doit être le plus sur étagère possible. Donc, en gros, l'idée, c'est de prendre une éolienne offshore posée et de la mettre sur un flotteur. Et donc là, on travaille avec notre partenaire Alstom, qui développe une grande éolienne qui s'appelle Aliade, qui va également être installée sur les côtes françaises dans le cadre des projets d'éoliennes posées.
Et là, on va répondre à un appel à projet sur l'éolien flottant pour installer un certain nombre de ces machines et le site qui est aujourd'hui identifié, qu'on est en train de développer d'ailleurs avec les partenaires et en particulier la région Bretagne, c'est le site qui est au sud de Groix. Donc là, l'idée, c'est d'installer quelques éoliennes flottantes au large de Groix qui seront connectées au réseau avec un assemblage de la plupart des composants, préférentiellement sur le port de Brest. On recoupe avec la présentation tout à l'heure des investissements collectifs sur le fameux pôle d'air de Brest. Ce sont des éoliennes de forte puissance. Ce sont des éoliennes qui aujourd'hui font 6 MW de puissance unitaire, mais à l'avenir, on pourrait éventuellement d'ailleurs accueillir des machines un peu plus puissantes. En termes d'emploi, vous avez aussi quelques idées tout de même. Alors, au niveau des emplois, je vais avoir des réponses un peu pas de breton, mais de normand, un peu comme mes collègues. C'est vraiment très difficile de faire de la prospective là-dessus. Sur l'éolien flottant, par exemple, évidemment, c'est potentiellement porteur de nombreux emplois. Il faut d'abord qu'on construise notre projet de site pilote de plusieurs machines avec un certain nombre de partenariats qui sera complet avant de faire des prospectives sérieuses sur les emplois. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas la boule de cristal, c'est que des CNS en recherche et développement, c'est 50 personnes à minima à temps plein entre Lorient et Brest en Bretagne. Il y a également une trentaine de personnes à Nantes, c'est pas très loin d'ici. Et sur le chantier précis des 2 hydroliennes à Brest, c'est 250 personnes à temps plein qui sont aujourd'hui occupées. Et ces 250 personnes, ce n'est pas uniquement du personnel de DCS, c'est évidemment un grand nombre de partenaires de sous-traitants qui travaillent sur la turbine, qui travaillent sur les fondations, qui travaillent sur les connexions, etc., etc. Dans l'état actuel des connaissances, quelles sont les technologies qui vous semblent les mieux adaptées à la Bretagne ? Alors, il faut faire en fait, les énergies marines, c'est vraiment par essence le mix énergétique. Il ne faut surtout pas opposer l'hydrolien, l'houlomoteur. Sur un site donné, il y aura une technologie ou 2 technologies qui pourront convenir. Si on regarde les conditions environnementales et de ressources en Bretagne, si on prend compte aussi évidemment de la coactivité des acteurs en place, parce qu'évidemment on va s'inscrire sur un territoire où il y a déjà beaucoup d'activités, donc ça il faut évidemment en tenir compte. Et d'ailleurs ce zonage il est opéré au niveau de l'administration française. Donc en Bretagne, il y a un potentiel très important de vent en mer, d'éolien offshore, où il y aura une composante en éolien posé, mais c'est un domaine sur lequel aujourd'hui on ne se positionne pas. Il y a un fort potentiel d'éolien flottant au nord et au sud de la Bretagne. L'houlomoteur, il y a évidemment, comme le disait mon collègue de Fortum, un potentiel extrêmement important. Quand on regarde la carte de France, effectivement, la houle, elle est quand même beaucoup, la grande houle de l'Atlantique, elle arrive beaucoup en Bretagne. Et puis les coefficients de marée, les amplitudes de marée et la configuration des fonds fait qu'il y a des spots très importants aussi en Bretagne. Alors le raz Blanchard, vous allez me dire, c'est pas en Bretagne, mais c'est pas loin. Et l'activité au raz Blanchard, on le voit. Enfin, l'activité prévue au raz Blanchard va aussi avoir des retombées en Bretagne. Il y a des sites à Paimpol, il y a évidemment le Fromveur, et puis il y aura ponctuellement un certain nombre de sites qui seront équipés. Donc ça sera un mix énergétique entre la houle, le vent, que ce soit flottant ou posé, et puis évidemment l'hydrolien. Et en conclusion, vous avez cité France Énergie Marine. Que fait France Énergie Marine pour les EMR ? Alors France Énergie Marine, c'est vraiment une démarche assez singulière. C'est un peu souvent un modèle anglo-saxon. C'est les industriels, les chercheurs, les scientifiques se mettent ensemble avec un appui extrêmement appuyé des régions. Il y a 6 régions qui sont impliquées dans France Énergie Marine, et évidemment en particulier la Bretagne, puisque le siège est à Brest, et donc mettre leurs moyens ensemble pour justement apporter des réponses, mais vraiment de recherche et d'innovation, sur des verrous qui sont des obstacles au développement. Par exemple, on parlait tout à l'heure des capacités, d'abord d'essayer de réduire au maximum le coût des machines tout en les conservant particulièrement fiables. En parallèle des machines qui sont aujourd'hui en développement, France Énergie Marine travaille avec l'ensemble de ces acteurs pour préparer les générations suivantes de machines qui vont être encore plus performantes et plus fiables et à un coût qui va être le plus bas possible. Puisque, en tout cas, ça c'est la position de DCNS, on se positionne, nous, sous des technologies qui, à horizon de 10 ans, doivent être au prix du marché du kilowattheure et doivent pouvoir fonctionner sans subvention, sans aide. C'est ça l'objectif. Sébastien Viessec, ce qui est frappant avec tous les intervenants que nous avons entendus, c'est cette force de conviction et cette passion qu'ils y mettent. Prenez le rouge. Voilà, 1, 2.
Oui, c'est vrai que alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du domaine des énergies. Nous, les élus locaux, on n'est pas censés être des techniciens, et en l'occurrence, dans ce domaine-là, ce n'est pas le domaine de prédilection. Mais ce qui est frappant, c'est en effet qu'il y a une vraie volonté. C'est passionnant, l'énergie, et on a là face à nous des porteurs de projets qui sont sur des technologies tout à fait nouvelles, où il faut y croire dès le début, sinon on n'y va pas. Et nous, aux élus, aux collectivités, à la région, collectivités locales, de pouvoir être aux côtés de ces acteurs-là pour pouvoir accompagner cet enthousiasme, tout en, mais on l'a vu, il y a beaucoup de réalisme aussi dans les discours qui sont portés, en ayant conscience qu'on s'inscrit dans un écosystème, dans un territoire où il y a déjà des acteurs. Et donc notre rôle, c'est bien de faire cette interface entre les porteurs de projets privés, industriels, qui portent de nouvelles technologies qui nous intéressent, mais aussi des acteurs du territoire qui sont présents. Donc faire le lien avec les élus locaux, y compris les élus municipaux, qui sont au premier rang des critiques et des reproches quand les acteurs du territoire, les plaisanciers, les pêcheurs, les ostréiculteurs, etc., ont des reproches à faire. Donc il y a vraiment ce rôle d'interface qui doit exister, mais en même temps, et Loïc Chêne-Girard l'a dit, en Bretagne, si on ne saisit pas l'opportunité de pouvoir faire du développement de ces énergies marines renouvelables une source d'emploi et de développement économique, on aura vraiment raté un de ces enjeux importants pour la Bretagne dans les années à venir. Et on ne compte pas le rater. On ne compte pas le rater. En Cornouailles, encore plus. On est un des territoires les plus maritimes de Bretagne, en kilomètres de côte. Donc autant essayer de se placer sur ce terrain, même si on voit que sur certaines échelles d'industriels, on n'a pas forcément les infrastructures lourdes qui nécessitent, qui sont indispensables pour le développement de ces techniques-là. Mais en termes d'entretien, on l'a vu sur Aile Marine, on voit à Saint-Quay-Portrieux 140 emplois liés à l'entretien du futur parc. Bon, ça, c'est des échelles qu'on peut tout à fait appréhender ici en Cornouailles. Merci. La Bretagne est donc fortement engagée dans cette transition énergétique. C'est tout l'objet du festival Braze Transition qui se tient ici à Quimper jusqu'à dimanche avec de nombreux exposants et d'autres tables rondes qui continueront d'ailleurs cet après-midi avec la prochaine à 14h. Profitez bien de ce festival, bon festival et bienvenue naturellement ici à Quimper.